Francesco Cadeo. Donc Francesco Cadeo va nous entretenir de l'amitié entre Jean Destieux et Panaïtis Strati sur le toile de fond de l'importance de la Méditerranée dans l'intérêt qu'en avait Jean Destieux et l'illustration littéraire qu'en a faite Panaïtis Strati. Francesco Cadeo est docteur en philosophie, enseignant en italien et sciences humaines à Lyon 3 ou Lyon 2 Lyon 2. Lyon 2. Ouais, chez la concurrence. C'est très important de distinguer, paraît-il, ici, Lyon 3 de Lyon 2, même si les anciennes querelles se sont nettement atténuées. Francesco, tu as la parole. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs. Merci, bien sûr, à l'association. Bien sûr, merci au consulat de Roumanie. Effectivement, je m'occupe de Méditerranée. C'est grâce à ça que je suis arrivé au texte de Panaïtis Strati. Donc je commençais, on peut dire, par la fin, par son dernier livre. En parallèle, j'ai lu aussi des textes de ce Jean Destieux, qui s'occupe lui aussi de Méditerranée. Et après, j'ai pu faire le croisement quand j'ai compris qu'en fait les deux biographies se croisaient à plusieurs moments. Alors, qui est ce Jean Destieux? Je pense que pour la plupart, il s'agit d'un illustre inconnu. C'est qui ce Jean Destieux? Alors, à l'état civil, c'est Jean-François Destieux, mais il est connu sous le nom de lettres de Jean Destieux. Il est né à Saint-Étienne en 1894 et il est mort en 1944, donc une dizaine d'années plus tard par rapport à Strati. C'est un grand animateur du débat culturel des années 20 et 30. Poète, critique littéraire surtout, journaliste, il a travaillé au Figaro aussi, auteur de romans et d'essais. Il n'est pas réédité en ce moment. Vraiment, si vous trouvez ces textes, c'est peut-être dans quelques bibliothèques poussiéreuses, bien poussiéreuses, parce que franchement, c'est pas facile d'accès. Mais voilà, on a des traces en fait de la rencontre entre ces deux auteurs. Bien sûr, une rencontre qui s'est faite à Nice en 1933. C'est-à-dire dans une période où Istrati retourne à Nice, toujours préoccupé par ses soucis de santé, et Destieux à cette époque a habité à Nice, a passé la plupart du temps de sa carrière à Nice et parfois avec des périodes à Paris. Donc on a des témoignages de leur rencontre. Déjà la veuve de Istrati livre un témoignage en disant oui qu'effectivement il y avait un ami qui s'appelait Destieux, un feuilletoniste qui habitait Nice. C'était le directeur de la revue Heures perdues. Il venait presque chaque jour chez nous à la fin de l'après-midi. Donc il fait partie de ce visiteur à l'hôtel d'Istrati. Et plus que ça, disons qu'il a joué un rôle de conseil par rapport au texte méditerranéen. Donc c'était un peu lui qui s'est chargé, il a après avoué dans un autre article, de aider Istrati dans certaines expressions de la langue française et à nuancer certains propos. Donc son rôle est assez manifeste. Il y a d'autres témoignages. Alexandre Talex, qui vient d'être nommé, évoque aussi l'amitié et évoque une correspondance entre les deux. Alors, malheureusement, on ne dispose pas de cette correspondance car quand Destieux est mort en 1944, ses héritiers ont jeté à la benne la plupart de ses écrits non publiés. Donc, on a perdu cette correspondance. Daniel Leroux aussi évoque une lettre écrite à deux, Destieux et Istrati, à Frédéric Lefebvre. Et dans cette lettre, on perçoit aussi toute la
l'affection que Israti a vis-à-vis de cet auteur. Alors, en ce qui concerne le travail de Destieux, comme je disais, surtout un critique littéraire, un admirateur de Frédéric Mistral, donc en général de la littérature provençale, Jean Destieux aurait voulu inviter Israti à peut-être l'événement le plus remarquable de sa carrière, au moins pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire le congrès méditerranéen de Monaco en 1935. Ce congrès se déroule à les vacances de la Toussaint, en 1935 à Monaco, et des auteurs de toute la Méditerranée sont invités. Bien sûr, Israti est décédé il y a 6 mois plus tôt, et donc tout ce que peut faire Jean Destieux, c'est dédier 2 pages à la Roumanie, dans lesquelles Israti est sans aucun doute la figure la plus importante. C'était un colloque effectivement ambitieux. Destieux est l'organisateur, est également le secrétaire, c'est-à-dire qu'il est chargé d'écrire un rapport. Alors, ce n'est pas les actes du colloque au sens propre, c'est plutôt une synthèse que Destieux a fournie à partir aussi des interventions qui avaient été préalablement envoyées. Donc, il nous livre ces deux volumes. Enfin, ces 2 volumes sont plutôt intéressants parce qu'ils nous livrent vraiment un portrait général il fait un état des lieux de la culture méditerranéenne en conformité avec les ambitions de ce colloque, c'est-à-dire de réunir toutes les âmes de la Méditerranée pendant les années 30, une Méditerranée, comme vous savez, bouillonnante, une Méditerranée encore coloniale, une Méditerranée où les impérialismes s'affrontaient avec toutes leurs ambitions agressives, où il y avait des signaux de réveil anticolonial et où certaines cultures essayaient de se faire remarquer. Donc c'est dans ce contexte que le colloque est organisé. Donc on perçoit aussi quelle est la pensée de Destieux et pourquoi peut-être il y a eu une affinité particulière avec Israti. Déjà, pour Destieux, la politique, au sens strict du terme, n'est pas l'élément moteur de la culture. Donc, on peut penser qu'il a développé une sympathie et l'a corroboré avec Israti parce qu'Israti venait de rompre avec le monde pro-soviétique, déjà. Et ensuite Destieux, et c'est une critique qu'on peut lui faire, a une idée un peu syncrétique de la culture, c'est-à-dire qu'il essaye de faire dialoguer des auteurs, des pensées, des traditions très différentes. Donc, le congrès voulait rassembler toutes les contributions nationales, locales, régionales, politiquement. Destieux est un fédéraliste, donc il croit qu'il faut reconnaître les réalités régionales et ensuite les fédérer. Bien sûr, syncrétisme problématique, c'est-à-dire quand il s'agit de mettre ensemble des traditions aussi diverses et des auteurs aussi divers. Par exemple, l'une des figures qui était proche, avec lesquelles il avait des relations cordiales, était l'écrivain Louis Bertrand, c'est-à-dire l'un des apôtres de la colonisation française en Algérie, un théoricien de l'Afrique latine, donc proche aussi d'un certain latinisme impérialiste. Et de l'autre côté, il invite aussi, il ne participera pas au congrès, un écrivain qui était célèbre à l'époque, Gabriel Audisio,
algérois, mais bien sûr beaucoup plus humaniste et beaucoup plus ouvert à une Méditerranée plurielle. Donc pour comprendre les difficultés aussi de cette pensée syncrétique. Alors, qu'est-ce qui nous livre comme portrait d'Istrati Pourquoi ce document a une importance aussi vis-à-vis des études istratiennes Déjà, ce qui intéresse Destieux dans son témoignage, c'est le rôle de passeur. Pour Destieux, Istrati est un pont entre des mondes différents, entre des cultures. C'est un écrivain qui traverse les continents, qui traverse les terres, les rivages, et qui permet de construire des liens. Il utilise cette expression « un homme flambeau ». C'est-à-dire qu'il utilise la littérature comme un flambeau qu'ensuite il faudrait laisser à d'autres. Bien sûr, et là peut-être on peut déjà faire une critique à ce témoignage. Il considère Istrati comme l'un des exemples de la francophonie en Roumanie. Donc, il rappelle que voilà, les élites roumaines, après l'indépendance, se sont tournées vers le français. Donc, il y a une véritable affinité, renforcée ensuite après la Première Guerre mondiale et la construction de la petite entente au niveau diplomatique entre la France et des pays de l'Europe de l'Est. Mais voilà, il considère Istrati un exemple de cette francophonie comme s'il était membre d'une élite, comme s'il avait une formation aristocratique. Par exemple, il cite d'autres auteurs, mais qui font partie de l'élite et donc qui ont appris le français pour des raisons biographiques et sociales. Par exemple, la reine de Roumanie, connue dans son pseudonyme littéraire de Carmen Silva, aussi Hélène Vacaresco, qui était collaboratrice aussi de Destieux. Donc, des auteurs qui effectivement se sont exprimés en français et qui ont même passé une bonne partie de leur vie en France, mais comme on le sait, c'est pas avec ce type d'accès qu'Istrati a pu accéder au français. En tout cas, effectivement, reprend dans son hommage des considérations qu'on trouve déjà chez Romain Rolland, c'est-à-dire l'idée que Istrati soit un conteur hors pair qui le représente un peu l'art du conte dans la péninsule balkanique offerte aux lecteurs européens. Donc qu'il résume dans son œuvre un tas de styles venant de la littérature orale et donc pas simplement de la tradition littéraire écrite. Donc pour Destieux, Istrati est déjà un exemple de métissage, le même métissage qu'on trouve dans la culture romaine, ce pays orthodoxe sans être slave, ce pays latin sans être catholique, ce pays colonisé par la Turquie, mais qui a délégué une partie de cette administration à une élite grecque phanariote, du nom de quartier d'Istanbul. Donc, la Roumanie joue un rôle de pont de rencontre, selon Destieux, et Istrati est le meilleur exemple, la figure qui incarne le mieux ce genre de dynamique. Bien évidemment, le texte, les pages dans la synthèse du congrès ne sont pas les seules qui ont été dédiées par Destieux à Istrati.
On peut trouver également une polémique juste après à peu près la même période, en fait, c'est l'automne 1935, entre deux petites revues. D'un côté, la revue de Jean Destieux, Les Heures Perdues, s'appelait. Il était rédacteur unique, donc c'était un peu sa revue personnelle. De l'autre côté, la revue primaire, composée dans sa rédaction par des professeurs d'école, une revue, on peut dire, dans ce titre. La polémique se déroule autour de l'appel isratien au roi de Roumanie. Donc, on considère les derniers mois de vie et donc l'appel désespéré d'Israti, la demande d'aide aux éditions royales roumaines pour pouvoir profiter dans ces derniers moments d'une pension et aussi aider sa propre femme. Bien évidemment, Destieux décide de défendre Israti, attaqué par l'autre revue, la revue primaire, en revendiquant la totale indépendance, donc en considérant l'acte d'aide comme un acte contingent dû aux conditions difficiles, dû à des nécessités de survie, et donc qui ne doit pas être assimilé à une sorte d'acte de soumission. Selon Destieux, il s'agit même d'un acte commercial. Tout simplement, il s'est adressé à l'éditeur majeur de Roumanie, comme s'il n'avait pas d'autre choix. La réponse qui se déroule, il y a plusieurs articles à charge entre les deux revues à l'automne 1935. La réponse prend en considération, disons plus en général, le statut de l'écrivain. Donc selon la revue primaire, le problème n'est pas de la demande d'aide en soi, mais l'illusion vécue par Israti d'avoir pu vivre de sa plume éternellement. Donc, selon cette revue, il y a un problème d'indépendance concernant les prétentions d'un écrivain de pouvoir disposer librement de sa plume. Selon cette revue, qui reprend un peu de propos aussi de Romain Rolland, qui avait mis en garde dans une lettre Israti, un écrivain est destiné tôt ou tard à vivre des compromis difficiles et des contradictions quand il décide de se fier pour vivre que à sa plume. Donc la dispute intellectuelle se déroule autour de la figure de l'écrivain. C'est-à-dire, est-ce que l'écrivain est un fonctionnaire de l'humanité ou un homme qui doit faire les comptes avec les contingences d'une vie? Est-ce que l'écrivain peut vraiment prétendre à représenter quelque chose qui n'est pas une situation incarnée, où il doit absolument se situer dans une condition matérielle particulière. Donc, ça, c'est une première tentative de Destieux de défendre la mémoire d'Israti. Il en a fait un autre un peu plus large, un peu plus articulé, plus long, dans la revue Mercure de France, mais cette fois on est en 1940, on doit dire 5 ans plus tard. Bien sûr, en 5 ans, la culture, la situation politique, le rôle des intellectuels ont bien changé entre 1935 et 1940. On n'est plus dans le même contexte. Mais Destieux comprend que l'épisode cité par des détracteurs d'Israti,
On connaît, je pense, l'exemple meilleur, c'est celui de Henri Barbus et son article Le Haïdouk de la Siguranza en 1935. Donc, toute cette évocation de la demande d'aide au roi de Roumanie, en réalité, cache une campagne plus large de disqualification contre Istrati lui-même. Donc, il s'agit de Destiau de réévaluer cette figure dans sa totalité. Donc, en 1940, il écrit ce long article dans le Mercure de France, dans lequel il apporte des arguments et il évoque aussi des anecdotes sur l'indépendance qu'Istrati a toujours montré et démontré. Par exemple, il évoque un épisode que parfois n'est pas cité ailleurs, c'est-à-dire le rapport difficile entre Istrati et l'Italie. Istrati recevait aussi à Nice, par exemple, le poète Marinetti, le fondateur du futurisme, qui lui avait conseillé de visiter l'Italie et lui promettait de l'aide, même le conseillait d'écrire à Benito Mussolini lui-même. Eh bien, Istrati a toujours refusé. Bien sûr, il y avait un passif entre Istrati et l'Italie. Son premier passage à Naples avait été très précaire, assez triste, comme il écrit dans Mes départs. Ensuite, le passage à Trieste en 1930, dans lequel il est, on peut dire, arrêté, mais donc il est libéré simplement grâce à l'intervention du consul français. Donc il y avait un passif. Mais l'une des raisons pour lesquelles Istrati refuse cette aide, ces conseils de Marinetti, c'est la volonté de rester libre dans ses jugements. Il disait, si je peux visiter l'Italie, je le ferai avec mes propres jambes, mes propres yeux, pour pouvoir juger de moi-même, comme j'ai pu faire avec l'Union soviétique. Donc, Destieu tient à montrer comment Istrati, au moins dans les dernières années de sa vie, quand Destieu l'a connu, était véritablement attaché à son indépendance. Donc, l'apologie dans ce cas-là des Destieu se construit pour détacher Istrati des polémiques politiques. Bien évidemment, Destieu avait apprécié le texte d'Istrati, inséré ensuite comme préface à la maison Thuringer, c'est-à-dire l'homme qui n'adhère à rien. Donc pour Destieu, il y a effectivement une convergence entre sa propre pensée et celle d'Istrati, c'est-à-dire l'abandon des patries, l'abandon de l'asservissement à des idéaux corrupteurs. Donc il s'agit de dépasser la nation et de présenter un usage transnational de la langue. Bien évidemment, Destieu était au courant de la participation lors des dernières semaines de vie d'Istrati à la revue La Croisade du romanisme, revue problématique parce que certains de ses rédacteurs, et même l'un des fondateurs, avaient eu un passé abandonné, mais un passé dans la garde de fer, donc l'organisation fasciste de la Roumanie. Mais Destieu ne s'offusque pas de cette relation parce que il considère que Istrati a tout simplement continué à écrire là où il pouvait,
là où il y avait l'occasion de pouvoir s'exprimer à l'abri de ses anciens camarades qu'il avait autant salis après son livre Vers l'autre flamme. Pour Istrati, excusez-moi, pour Destieux, Istrati n'a pas vendu son âme, n'a pas cédé au nationalisme ou à l'antisémitisme, mais même si certains passages restent quand même problématiques et on peut rester un peu étonné de certaines conclusions istratiennes, le fond de sa pensée, le fond de sa personnalité, aussi que c'est quelque chose que Destieux rappelle, aussi avec une grande naïveté, mais une naïveté sincère. Cette naïveté, cette sincérité reste comme une marque d'authenticité chez Istrati. Par exemple, Destieux le définit un grand conteur et un idéologue enfantin. Pour dire comment, déjà il l'appréciait beaucoup plus comme écrivain de romans, comme dire, dans ses textes les plus littéraires, par rapport aux textes théoriques où il lui reconnaît quand même certaines maladresses. Donc la participation à la croisade du romanisme, selon Destieux, n'est pas un drapeau blanc adressé aux forces conservatrices et réactionnaires, mais plutôt la volonté de continuer à écrire librement en s'entourant d'autres rescapés de la politique et d'autres déçus, en fait. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas problématique pour Destieux, parce que pour Destieux, il faut avoir beaucoup de sympathie pour les dissidents, pour ceux qui décident d'abandonner les chapelles plutôt que les défendre. Et donc, il n'accepte pas la campagne contre Istrati, car la seule faute d'Istrati aurait été celle d'avoir quitté la chapelle pro-soviétique. Il y a un autre texte, mais plus anecdotique, qui est par contre disponible, c'est le texte Istrati ex-photographe, écrit par Destieux, qui est dans le recueil Le Vagabond du Monde. Ça rappelle un autre aspect de la vie d'Istrati, c'est-à-dire son passé de photographe ambulant, et donc la possibilité pour Istrati de faire entendre sa voix pour défendre, en 1933, les photographes qui sont toujours un peu harcelés par la police. Le texte naît d'une interview, et ensuite Destieux écrit un article de 3 pages pour résumer la pensée d'Istrati. Il se plaint du manque d'attention que les autorités littéraires et politiques ont pour Istrati. Donc il sait déjà que l'appel d'Istrati pour les photographes et en général pour la reconnaissance de la condition de ces travailleurs précaires, il se doute que Istrati ne sera pas écouté. Bien sûr, là aussi, on est en plein dans les années 30, hein, donc il faut toujours contextualiser ces interventions. On est dans la Nice que Jean Vigo le cinéaste Jean Vigo a si bien décrit dans son documentaire expérimental à propos de Nice. Et donc, Destieux réalise un parallèle entre le photographe qui offre son art à un public qui, par contre, profite de la vie de manière insouciante. Donc, Istrati est aussi ça pour Destieux, c'est un hors-la-loi. C'est quelqu'un qui a décidé de vivre à travers le monde, de traverser les frontières et de ne pas s'inscrire dans une affiliation, mais en acceptant aussi un côté clandestin,
encloutés hors la loi. Donc, en lisant ces contributions de Jean Destieux, donc éparses, donc de différentes natures, parfois des hommages, parfois des articles d'apologie, pas très nombreux en général, parfois des témoignages directs. Donc on peut considérer Jean Destieux comme l'une des figures qui ont défendu Istrati lorsqu'il avait pas beaucoup d'admirateurs et il avait perdu beaucoup de soutien. Destieux nous livre un souvenir d'un homme curieux, infatigable travailleur, c'est vrai qu'il aime souligner, le travail acharné, désordonné parfois, mais convaincu, d'un homme qui, grâce à sa sincérité, il a su se faire ennemi de toute hypocrisie et de toute convention. Et surtout, il nous conseille toujours de continuer à lire Istrati, car c'est une voix qui, dans la misère, dans les moments les plus difficiles, en évoquant des moments tristes et compliqués, dans la maladie, a su toujours nous rappeler la beauté de l'existence. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Non. Pas sur le micro. Merci beaucoup, Francesco, pour cette... Non. Cette fois, ça devrait marcher. Pour cette évocation qui est peu connue, mais y compris des Istratiens, d'une amitié dont, effectivement, nous n'avons pas beaucoup de documents. Donc, bon, j'aurais deux, trois choses à dire, mais est-ce que vous avez des questions pour approfondir? Je voudrais juste vous demander l'œuvre qui est connue d'Estieux sur Istrati, sur laquelle vous vous êtes appuyé. Il était journaliste, il était critique littéraire, et ses paroles sur Istrati, c'est dans quelle œuvre, dans laquelle de ses œuvres? Alors oui, du point de vue bibliographique, alors il y a deux articles de sa revue personnelle, Les Heures perdues. Je vous donnerai après des références plus précises, mais c'est Les Heures perdues. Il y a l'article de 1940 dans le Mercure de France. Après, il y a le texte sur le congrès de Monaco, qui s'appelle « La conscience méditerranée », parce qu'il veut écrire le titre en provençal, dans lequel il y a les deux pages sur la contribution roumaine à la Méditerranée. Et puis voilà, le texte Istrati ex-photographe, mais ça c'est sur le Vagabond du monde, donc il fait déjà partie de la bibliographie istratienne. Puis voilà, j'ai cherché aussi dans les cahiers Istrati pour les témoignages, donc Margarita Istrati, qui rappelle Destieux, d'un point de vue biographique par contre. Merci pour cet exposé, de nous faire connaître un auteur complètement méconnu, mais qui demande à être connu. Alors, deux questions. À un moment, vous avez parlé de la revue Primaire. Mais est-ce que c'est un rapport avec... Moi, je connaissais une revue qui s'appelle Les Primaires. Est-ce que c'est celle-là ou c'est Primaire tout court? Non, Primaire tout court. D'accord, c'est pas la même... C'est l'école primaire. Les séances de primaire, c'est l'école primaire. Parce que les Primaires, c'est une revue liée à la littérature prolétarienne qui est assez intéressante aussi, avec des gens, des figures pas mal. Et puis, autre question, ce congrès là, qui a eu lieu à Monaco, est-ce qu'il y avait une place justement pour la culture provençale ou occitane?
Et alors ça, c'est une question, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre, si Istrati, qui s'intéressait à plein de cultures, s'intéressait à la culture occitane, en étant passé à Nice, peut-être. Alors, sur la dernière question, j'avoue que je ne pourrais pas répondre. Ce qui concerne, oui, la culture provençale, oui, il y avait, c'était dans l'idée même de Destieux comme organisateur de laisser une place aux expressions régionales. Donc, en étant aussi un admirateur de Frédéric Mistral, il avait voulu, oui, il y a des pages aussi dans son rapport qui sont dédiées à la Provence, oui, comme il y a un chapitre, oui. Je vous félicite pour vos connaissances en ce qui concerne le contexte politique en Roumanie dans les années 30. Et je voudrais savoir comment vous êtes arrivé au nom de Panaïti-Strati. Par le truchement de Destieux ou par le truchement d'une idée politique qui était vraiment à cette époque, dans les années 30, l'Europe a été bouillie d'idées de droite et de gauche en même temps. Oui. Comment vous êtes arrivé à Panaïti? Alors, comment je suis arrivé à Panaïti-Strati? Simplement, on peut dire, même si ce n'est pas peut-être hyper simple, j'ai regardé les auteurs qui ont traité de la Méditerranée en tant que telle. Donc, je suis arrivé, je me suis intéressé à Istrati grâce à son titre Méditerranée. Ah bon? C'est Voilà, ça que vous avez... de la même manière, je suis arrivé à Paul Morand, qui écrit sur la Roumanie, mais écrit aussi un texte qui s'appelle Méditerranée, mer de soleil. Donc, Paul Morand a écrit un texte méditerranéen. Paul Morand a écrit Bucarest. Voilà. Oui, merci beaucoup à nous avoir fait connaître Jean Destieux et les rapports avec Istrati. Moi, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails sur Trieste, c'est-à-dire l'arrestation d'Istrati, parce que l'époque, c'est quoi, 1930 30. Ouais. Donc le fascisme italien, il est né. Ah oui, il est né, il est bien en forme, oui. Ouais. Et donc, est-ce que vous avez plus de détails sur ce qui s'est passé pour Istrati à Trieste? De ce que j'ai pu lire, peut-être il y a d'autres personnes dans la salle qui connaissent les détails mieux que moi, mais ce que j'ai pu lire, c'est pendant la tournée que Istrati veut réaliser en Égypte, avec la femme de cette époque-là, Bilili. Et il est très enthousiaste. Il y a aussi des traces de ce voyage dans la correspondance avec Romain Rolland. Il considère ce voyage important, il veut faire des conférences, il pense que sa femme va faire des concerts, et aussi il est très content parce que pour la première fois il s'embarque pour l'Égypte avec un passeport, alors que généralement il voyageait de manière clandestine. Mais quand le bateau s'arrête à Trieste, il est arrêté parce qu'il est sur la liste, selon la police politique italienne, il est sur la liste des bolcheviks. C'est-à-dire que, déjà, le fascisme italien peut-être ne s'intéressait pas trop aux polémiques littéraires, aux sorties bibliographiques de tous les auteurs qui suivaient. Mais en tout cas, son voyage en Union soviétique lui avait valu d'être inséré dans une liste d'agitateurs bolcheviques. Donc, quand il arrive sur le territoire italien, il est arrêté. À la sortie du bateau? Oui. D'accord. Oui. J'ai une question subsidiaire sur le colloque de Monaco. Quand vous dites c'est Méditerranée le colloque, et c'est donc ça touchait aussi les rivages de l'autre côté, les rivages africains? Oui. Hein, oui, voilà. C'était pas la Méditerranée du côté européen? Non. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est ça aussi que Destieux cherche à faire, c'est-à-dire il essaie de mettre toutes les traditions dedans, la tradition sémitique. Il arrive jusqu'à la Perse. Parfois, il en fait un peu trop. Mais oui, sa volonté, c'est de montrer une Méditerranée plurielle. Après, voilà, il faut le dire, certains auteurs comme Gabriel Odisio n'ont pas participé parce qu'ils ont dit il y a trop de place pour les Européens et pas assez pour les autres. Donc, on
peut quand même contester disons, le résultat concret de cette volonté. Mais la volonté était là. Il y a des auteurs, par exemple, lévantins, comme Gaston Zananiri, donc un Égyptien de langue française, un alexandrin, qui a participé, qui a fait une intervention. Donc la volonté, c'est de représenter tout le monde. Après, il y avait aussi des personnages un peu difficiles, comme les apôtres de la latinité conquérante, comme Louis Bertrand, et donc les défenseurs de la colonisation et de l'impérialisme italien. Voilà. Il y avait des personnages quand même discutables, mais c'était la philosophie du colloque. Sauf qu'à l'époque, personne ne discutait ça. Oui, c'est quand même un fait assez remarquable. Elle était admise par l'immense majorité des gens étaient même des intellectuels. Oui, bon, après, il y a toujours eu des résistances. Hein, il faut toujours... Enfin, il ne faut jamais dire que personne s'y opposait. Mais c'est vrai que c'est un fait quand même plutôt singulier d'avoir voulu inviter des auteurs de tous les rivages. Oui. Et où s'arrêtait la Méditerranée? Au Bosphore, à la mer Mara, jusqu'au pont Saint, ou tout simplement à la mer Égée? C'est pour moi ou pour Destieux? Alors, pour Destieux, il faut l'élargir le plus possible, jusqu'à la Perse, jusqu'aux plaines asiatiques. Pourquoi pas construire des liens avec les pays nordiques européens. Donc, il essaie d'élargir le plus possible. Si, il parle aussi des connexions, en fait. Il parle aussi, disons, voilà, il y a des liens, des connexions jusqu'à la mer Baltique, jusqu'à la mer Noire, jusqu'à la mer Caspienne. Donc voilà, il parle des fleuves qui peuvent construire des connexions. Ce qui concerne moi, je serais un peu plus prudent dans les élargissements. Si on pense au climat méditerranéen, bah, la mer Noire, non. Destieux dit la Roumanie, c'est un peu comme le Portugal. C'est pas des pays méditerranéens, mais ils sont très proches de la Méditerranée. Il les met un peu dans le même panier. Il y a aussi une théorie des extrémités de la latinité, comme ça. Donc, comme avec le Portugal, il y a même dans les langues, il y a des similitudes, et il paraît que parmi les légions qui gardaient les frontières de l'Empire, donc il y avait des gens qui venaient des mêmes régions, donc ce qui explique certaines choses. Donc l'approchement avec le Portugal, il est un peu naturel. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce que je pourrais rajouter, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, ce qui est significatif, c'est que Jean Destieux a défendu Istrati de 1935 jusqu'après en 1940, dans un moment où vraiment il était rejeté par toute la gauche, notamment la gauche stalinienne. Ça, c'est très important. Et ce que tu as souligné aussi de ce que Destieux a dit, c'est qu'il a été, en fait, Istrati, celui qui a fait connaître la Roumanie au plus grand nombre, avec le succès de Kiralina, qui était un succès populaire. Et on l'oublie souvent, du moins ceux qui font des comptes rendus sur l'œuvre d'Istrati l'oublient, c'est l'auteur roumain qui a été qui a été le plus connu au monde à partir de 24. C'était celui qui a vraiment fait que, non seulement il a fait connaître la Roumanie, mais c'était l'auteur roumain d'expression française, bien entendu, mais qui a fait connaître, et ça, Destieux l'a tout de suite souligné. Il a tout de suite vu. Donc ces deux aspects me semblent importants. Et l'aspect de défense d'Istrati, notamment, bon, tu l'as évoqué, parce que alors ça, c'est une polémique qui revient encore aujourd'hui par rapport à la demande qu'a faite Istrati au roi Carol de publier ses œuvres. Donc là, Destieux l'a vraiment défendu. Et ça, c'est très méritoire, parce qu'à l'époque, dès que une attitude comme ça que Destieux défend et explique était vraiment rejetée. Donc c'est vraiment un fidèle d'Istrati et dont le nom a été oublié. Et donc je remercie vraiment beaucoup Francesco de nous avoir restitué cette figure. Merci à vous. Oui, il faudrait penser une édition sélectionnée, parce que certains textes ne sont pas spécialement intéressants aujourd'hui, de Destieux, en fait. Alors, de ce point de vue, bon, je m'avance peut-être un peu,
il est possible qu'on trouve, qu'on ait quelqu'un qui soit intéressé par la publication des actes de ce colloque. Et ce qui serait intéressant, si ça devait se concrétiser, que les textes qui sont accessibles, le texte au Mercure de France, on peut le lire, il est vraiment très très intéressant. Hein, et on peut le lire, je crois, par Gallica, enfin moi je l'ai lu comme ça. Je crois que le texte de Méditerranée aussi, du Congrès. Non. Non, moi je l'ai acheté. Moi j'ai acheté les actes du colloque dans l'ensemble. Mais celui d'Istrati, on peut le retrouver. Je pense pas. Hein. Enfin, moi je l'avais. Donc tout ça pour dire que ce qui serait intéressant, voilà, si cette publication devait avoir lieu, c'est à ce moment-là l'augmenter des textes de Destieux sur Istrati. Et après, alors si vous regardez sur Destieux, dans les livres anciens qui sont sur Internet, on trouve, je sais qu'à Addis, j'aurais dû l'acheter, il y a un livre de Destieux qu'un libraire vend, mais que je ne connais pas, hein, qui est sur justement la Méditerranée. Je crois que j'ai pris les références, mais enfin bon, ça c'est pour... Mais ce pauvre Destieux, toutes ces lettres ont été... C'est ce que dit Marga Istrati dans l'entretien qui est paru dans les cahiers Istrati, et où elle parle de Destieux. Elle dit malheureusement... toutes ces lettres ont été détruites. Voilà. Il y aurait eu une belle correspondance. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vous propose de vous délasser.